Bonjour à tous, je suis heureux de vous annoncer l'ouverture de la billetterie du 7e congrès Innovation en éducation qui se tiendra les 21 et 22 février 2026 au Palais des Congrès de Nîmes. 10 conférences, 40 exposants, 16 ateliers participatifs et plus de 650 personnes qui viennent de la France entière. J'ai hâte de vous retrouver les amis, à tout bientôt. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, là où vous vous trouvez. Moi, ça va plutôt bien, j'ai passé encore une chouette matinée, on avance bien sur nos différents projets, notamment là celui qui arrive le plus vite, c'est le 7e congrès Innovation en éducation. Je vous rappelle, c'est le 21 et le 22 février à Nîmes. Il reste encore des places. Il va y avoir 10 conférences, 40 exposants, un peu plus de 14 ateliers pédagogiques et participatifs. Je vous rappelle aussi que le congrès, c'est tous les 2 ans, le congrès Innovation en éducation. Donc là, on est à Nîmes en 2026. 2028, on sera au Canada, à Montréal, et puis 2030, on sera à Lille. Donc, si vous êtes à Nîmes ou aux alentours de Nîmes, surtout ne ratez pas cette édition, parce qu'après, vous voyez, il faudra habiter au Canada si vous voulez venir en 2028. Je vais vous montrer d'ailleurs une petite vidéo qu'on a réalisée autour du congrès Innovation en éducation, parce que ça fait déjà 7 éditions qu'on réalise ce congrès. Et puis, on se retrouve tout de suite après avec Florence. À tout de suite. Il faut sortir d'une éducation punitive, sévère. Il faut sortir des humiliations verbales et physiques. On a la chance d'être au XXIe siècle et d'avoir des pistes pour que nos enfants aillent mieux. Il ne faut pas forcément aller au plus près, pas forcément aller au moins cher, mais qu'il faut vraiment trouver ce qui fait vibrer son cœur. Une quinzaine d'années, il y a quand même énormément de recherches, énormément de travaux, énormément d'ouvrages. Donc l'idée, c'est pas d'évaluer ou de porter un jugement, c'est de pouvoir se dire comment on peut améliorer le système et lui apporter des éléments supplémentaires qui vont pouvoir l'enrichir. Les décisions qui sont prises ne sont pas forcément celles des gens de terrain qui peut-être voient les problèmes au quotidien et aimeraient prendre des mesures beaucoup plus radicales. Je me désole de voir à quel point on traîne en France. Et pourtant, on a des endroits comme aujourd'hui où les conférenciers sont de qualité. On repart avec des vrais outils. Ce que je veux, c'est que les enfants soient heureux. Souvent, quand on fait ce choix d'orientation, on dirige l'élève vers la recherche d'un métier. C'est pas qu'est-ce que je veux devenir, mais qu'est-ce que je veux faire pour être productif et économiquement. Écoutez vos enfants, ils ont beaucoup de choses à vous dire. On va les inviter à devenir des héros de la joie. Un héros de la joie, c'est quoi ? C'est un enfant qui sait prendre soin de lui et sait rendre heureux les autres. Parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on travaille dans la coopération. On a besoin de travailler la coopération avec les jeunes. Or, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la compétition. J'aimerais sensibiliser les jeunes sur l'origine de leurs ambitions, de leurs rêves et d'essayer de comprendre pourquoi ils ont une certaine vision du succès. Une priorité pour moi dans le système éducatif, c'est cette capacité à écouter pour pouvoir pleinement s'épanouir et se réaliser à travers nos études et à travers notre travail. C'est au-delà de séminaires, de lectures, de partage de théories. Beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour. Je crois que ça fait du bien à tout le monde en fait de vivre cet événement. Croyez en vous, croyez en l'autre, allez-y quoi. Donc, je vous rappelle, c'est le 21 et le 22 février à Nîmes. Il reste encore des places. Donc, vous tapez Congrès Innovation en éducation dans un moteur de recherche. Et j'en profite ici pour vous rappeler, parce que c'est bientôt Noël, le jeu de cartes, c'est quoi le bonheur pour vous ? Que je vous montre à l'écran.
Ça fait déjà plus de 3 ans maintenant que ce jeu de cartes existe. Vous êtes déjà un peu plus de 15 000 personnes à jouer au jeu et on est très content de tous les retours qu'on reçoit quotidiennement, que ce soit dans le monde de l'entreprise, à l'école, vous soyez en famille avec des amis ou des inconnus. On a de très très bons retours, donc on est très heureux. On va devoir réimprimer des jeux. Donc voilà, donc c'est aussi un beau cadeau à offrir pour Noël. Jeu de cartes que vous trouvez très facilement un peu partout, à la Fnac, sur Amazon, sur plein de sites internet. Vous le trouvez en librairie aussi, parce qu'on est distribué dans beaucoup de librairies en France. Voilà, où vous tapez jeu de cartes, c'est quoi le bonheur pour vous, dans un moteur de recherche et vous tomberez très facilement dessus. Je vais faire apparaître Florence. Bonjour Florence. Bonjour Julien. Comment vas-tu? Ben, je vais très bien et toi? Oui, très bien, je te remercie. On va rentrer dans le vif du sujet parce que, tu sais, 1 heure, ça passe très, très vite. Je vais te laisser te présenter pour qu'on sache qui tu es, ce que tu fais. On t'écoute. Alors, moi, je m'appelle Florence Boss. Ça fait une quinzaine d'années que je suis thérapeute en thérapie brève, mais de plus que ça, puisque je suis aussi formatrice et créatrice de la méthode ABRIE, qui s'écrit A-B-R-I-H-E, qui veut dire Alternative Breathing to Reduce Intensity of High Emotion. Respiration alternative pour réduire l'intensité des émotions élevées. Okay. Donc, cette méthode a été créée, en fait, c'est un peu le résultat d'un parcours de vie qui a été extrêmement riche, extrêmement varié, un peu outsider. Puisque, en fait, depuis toute jeune, depuis vraiment du plus loin que je me souvienne, je me suis intéressée à la conscience. Et c'est vrai que pendant les premières années de ma vie, j'étais persuadée que j'allais mourir à 27 ans. Ce qui a totalement déterminé ma vie, puisqu'il fallait que je comprenne très très vite les choses, puisque je n'avais pas de temps. Donc, il se trouve que par rapport à l'éducation, pour vous dire à peu près à 15 ans, j'avais déjà déménagé 10 fois, qui fait que le fait de bouger tout le temps m'a fait prendre du recul très vite en essayant de comprendre qu'est-ce que c'est que l'humain, d'où on vient, qui on est, où on va. Ça, ce sont des questions que je me suis posées extrêmement jeune. Donc, les réponses, j'ai commencé un petit peu à les avoir par certaines rencontres, un peu plus tard que j'ai faites. Et à l'époque où la plupart des jeunes vont en boîte de nuit, s'éclatent, on est immortel, on voit la vie parce que rien ne peut arriver. Moi, j'étais en méditation au fin fond de l'Himalaya et j'ai eu des rencontres très spéciales qui m'ont fait prendre du recul sur le mode d'emploi humain. En fait, c'était ça que je cherchais pendant longtemps, le mode d'emploi humain. Et donc, comme j'allais mourir à 27 ans, il fallait que je comprenne très, très, très vite. Et ce qui m'a amené tout au long de ma vie, alors je ne suis pas morte à 27 ans en tous les cas physiquement, mais il y a eu une vraie mort symbolique. Et ce qui m'a fait créer tout au long de ma vie. Donc j'ai eu des parcours professionnels qui ont été dans des mondes extrêmement différents. Et j'ai toujours eu en parallèle, je vivais 2 mondes en parallèle, un monde très à l'intérieur, le monde de la pub, le monde artistique, le monde de la presse. Ensuite, j'ai créé mon entreprise, etc. Et puis, un monde très... Je vais comprendre ce que c'est que l'esprit humain, je vais comprendre ce que c'est que la conscience, je vais comprendre les perspectives, puisqu'à 10 ans, déjà, j'étais persuadée que nous vivions sur 12 niveaux différents. Donc, étant donné que j'avais à la fois une soif de vivre et à la fois une soif de comprendre, j'étais très en décalage par rapport aux gens de ma génération. Il y a 45 ans de ça, j'étais vraiment très, très en recherche sur les NDE, dont aujourd'hui, évidemment, on parle très vite, mais à l'époque, il y avait juste Raymond Moody et Elisabeth Kubler-Ross qui s'occupaient de ça. Moi, c'était des choses qui m'intéressaient énormément.
J'étais passionnée par la mort, alors pas au sens morbide du terme, parce que c'est que la mort. Donc, j'ai jamais eu peur de mort, hein, jamais. Donc, cette perspective et ce décalage que j'avais avec les gens faisait que, à chaque fois que j'ai voulu m'investir, il fallait créer. C'est ce qui fait, donc en allant très très vite, ce qui fait que la façon dont ça s'est passé, j'ai repris, une fois que j'ai eu créé une société, arrivé à peu près à 40 ans, je me suis dit, bon, alors je sais qui je suis, j'ai toute mon énergie et j'ai pris conscience que l'humain, de quoi avait besoin l'humain? L'humain avait besoin qu'on l'accepte pour qui il est. Or, je voyais que dans les entreprises, on n'acceptait pas les humains pour qui ils étaient dans leur identité. Dans leur famille, souvent, on ne les acceptait pas comme ils étaient. Parfois, dans leur vie, on ne les acceptait pas comme ils étaient. Et eux-mêmes ne s'acceptaient pas comme ils sont. Et c'était une période où la globalisation commençait. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas du tout cohérent. Individuellement, chacun a besoin d'être reconnu pour qui il est, et on est dans un monde où on va gommer les identités. La France est la France, parce qu'il y a les Corses, il y a les Bretons, il y a les Basques, il y a toutes ces identités propres qui font que la France est plurielle. Et je me suis dit, pour une mondialisation réussie, il faut intégrer les identités et non les gommer. Donc, ça a été tout un travail de réflexion en me disant, OK, qu'est-ce qui est porteur de l'âme de l'être? Donc, voilà, j'avais déjà beaucoup travaillé. Je me suis rendu compte que la voix avait quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'elle était unique. Contrairement à l'image qui vieillit dans le temps, qui donne quelque chose de figé dans le temps, la voix, elle, vieillit beaucoup moins. Et avec la façon d'articuler, de reprendre son souffle, eh bien, du coup, elle est totalement unique. Donc, ça a été le début de la création d'un concept, d'outils et j'ai créé une société qui s'occupait de préservation de savoir et de transmission des connaissances. Donc, ça a été passionnant et effectivement, je remettais en perspective le vécu des personnes et à un moment donné, l'aspect thérapeutique m'est apparu évident. Donc, là, à peu près dans les années 2009-2010, j'ai étudié tout ce qui concerne l'hypnose. Alors, hypnose, évidemment, c'est un sens très large. À l'époque, on n'en parlait pas du tout. Enfin, on en parlait très, très peu. Donc, voilà, j'ai été au bout. Donc, je suis maître praticienne en PNL, en hypnose ericksonienne, en hypnose humaniste. J'ai fait des formations en EFT, en EMDR, en kinésiologie, en cohérence cardiaque. Enfin bref, je me suis formée au maximum parce que l'aspect thérapeutique, toujours lié à l'humain, qu'est-ce qu'il faut à l'humain pour arriver à révéler réellement qui il est. Donc, j'ai ouvert mon cabinet et puis à un moment donné, j'ai rencontré des personnes d'une ONG qui allaient sur des terrains d'opération, notamment au Bangladesh, etc. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous avez pour vous protéger face aux images choquantes qui vous arrivent sur les terrains d'opération? Et ils m'ont dit, on n'a rien. Donc, j'ai commencé à réfléchir en me disant, moi, avec tous les outils que j'ai, avec la compréhension, avec la conscience que j'ai, qu'est-ce que je pourrais leur créer pour qu'ils aient des outils pratiques pour qu'ils aillent sur les terrains d'opération? C'est là que j'ai commencé à créer une formation et plusieurs modules et créer un organisme de formation qui s'appelle Atome Formation, qui veut dire application. Voilà, j'ai un trou d'un seul coup. Enfin bref, Atome Formation qui voulait former juste ces gens-là. Et puis, parallèlement à ça, comme j'étais dans une transversalité des techniques en essayant de créer des outils concrets et pratiques, à un moment donné, j'avais une grosse colère qui est arrivée et malgré tous les outils que j'avais, je n'arrivais pas à la faire partir. Et puis, j'ai commencé à faire quelque chose et là, j'ai été sidérée de voir
le calme immédiat qui est revenu en moi. Et là, ça a été vraiment le déclic. Et à partir de là, pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai peaufiné pour créer un protocole, pour créer une technique qui est devenue la méthode ABRI. À partir du moment où j'ai continué à peaufiner, ensuite, bien sûr, il fallait énormément que je le teste. Et comme j'avais la chance d'avoir mon cabinet, tous les jours, je testais, jusqu'à en faire un protocole reproductible qui est devenu la méthode ABRI. Ok, waouh. Alors, beaucoup de choses. Merci Florence, beaucoup de choses à dire dans tout ce que tu dis. Je vais revenir au début parce qu'on a des ponts communs. Moi, je suis né en 78 et je suis né dans une famille où on parle de développement personnel et de connaissance de soi. Et ma mère me dit que c'est vers l'âge de 6 ans que j'ai commencé à cheminer vers soi, tu sais, comme on dit. Donc, c'est pour ça, notamment, c'est toujours multifactoriel, mais c'est pour ça que depuis 25 ans, j'ai créé mon entreprise, que je sème des graines autour de la connaissance de soi, justement pour éveiller les consciences et puis générer des déclics. Tu m'as dit que parfois tu te sentais quand même un peu seul dans ça, la solitude, tu dois savoir ça, hein. C'est notre compagne. Hein. Exactement. Là, à l'heure d'aujourd'hui, moi je le vois aussi dans ma vie, mais j'aimerais bien avoir ton point de vue entre ce moment-là où plus jeune, c'était compliqué, tu n'avais pas forcément des oreilles attentives autour de toi pour parler de tes découvertes et puis pour semer des graines aussi autour de toi. Là, à l'heure d'aujourd'hui, tu perçois les choses comment ? Alors, en fait, je trouve qu'à l'heure aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se sont ouvertes. Énormément de personnes qui, autant avant, c'est à peu près vers 40 ans que les gens se posaient la question qui je suis, etc. Là, maintenant, il y a beaucoup d'âmes qui sont arrivées parce que nous sommes en véritable transformation, on est en changement de civilisation, les consciences s'ouvrent. Pour te donner un petit exemple, j'ai eu très très jeune la rencontre des gens qui sont venus à moi, qui sont le bouddhisme tibétain, alors qu'à l'époque, le bouddhisme n'était pas du tout connu en France. Ok. Et c'est vrai que on était un peu seul à comprendre, à essayer de comprendre ce qu'était l'esprit, ce qu'étaient les dimensions, etc. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'intéressent à ça. Et c'est pourquoi je te parle de ce que j'avais vécu à l'époque, parce qu'à l'époque, on était encore, je pense que j'étais la dernière génération de la transmission maître-disciple. Le maître choisissait son disciple et transmettait. Donc, moi, j'aime à dire que je mets un thermomètre, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans ce genre de choses. Grâce à Internet, grâce au fait que beaucoup de choses se sont ouvertes, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir accès à tout. On a la possibilité, évidemment, de se planter aussi vite, hein, mais aussi, l'information est ouverte. Et de plus en plus de personnes s'intéressent déjà au cheminement personnel et beaucoup de personnes ouvrent et apportent des choses dans ce monde que nous sommes en train de créer pour l'avenir. J'imagine que tu as dû découvrir sur ton parcours qu'il y a des milliers d'outils, parmi le tien que tu as créé, bien évidemment. Mais pour moi, il y a des milliers d'outils, c'est assez incroyable. Je trouve ça génial parce que je me dis à chaque fois, il y a forcément un outil qui convient à une personne plus qu'à une autre, forcément. Et tu parlais de ton cheminement où tu essayais de comprendre en fait le fonctionnement, un peu le mode d'emploi de l'être humain. Moi, c'est aussi quelque chose qui me passionne. Je suis passionné de l'être humain. Je voulais savoir si tu connaissais le Human Design, parce que j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps et j'ai trouvé que parmi cette palette d'outils, c'était un outil qui était quand même assez incroyable. Oui, j'ai trouvé ça intéressant. À un moment donné, j'ai vu ça, j'ai pas eu envie de pousser, mais je trouve que effectivement, c'est intéressant. D'ailleurs, Julien, entre parenthèses, au moment où j'ai créé, où j'avais créé depuis pas très longtemps ma société, on était en contact parce que tu commençais à créer aussi. Ah, énorme, ok, voilà, comme quoi. Hein. Tu étais sur Viadeo à l'époque, avant ça devenait Viaduc, puis Viadeo. Et ben c'est à ce moment-là, tu vois. Waouh, ah ouais, d'accord, ça date, tu ne nous rajeunis pas. Hein. Ouais. Non, ça ne rajeunit pas, mais c'est vrai que, voilà, je voyais que tu avais vraiment une démarche également intéressante. Donc, pour en revenir aux outils, oui,
il y a énormément d'outils à disposition. Je ne crois pas qu'un outil en lui-même suffise. C'est-à-dire que je dis toujours, il faut un mélange de plein de choses. Il y a un patient ou un client, suivant comment on l'appelle, il y a un thérapeute, il y a des techniques et il y a un moment. Et en fait, il faut que tout ça soit au bon moment, au bon endroit pour créer l'alchimie et que les choses marchent. Une technique en elle-même est intéressante, mais la technique, elle s'applique à un moment, à une personne, avec un thérapeute. Et c'est cette alchimie-là qui est intéressante. Tout à fait, ouais. C'est pour ça que je trouve que c'est pas forcément évident de recommander quelqu'un à une personne, parce que c'est tellement multifactoriel le fait que ça puisse bien se passer, que ça puisse correspondre à l'attente de cette personne, que c'est jamais évident, quoi. J'aimerais bien qu'on rentre. Ouais, vas-y. Attends, juste pour ça, je suis d'accord avec toi. Et les personnes qui viennent me voir, je leur dis toujours, quand vous allez voir un thérapeute, si vous ne le sentez pas, partez. C'est clair. Ça, ah oui. C'est la base. Complètement. Ah oui, pour moi, c'est avant tout une rencontre humaine, au-delà de l'approche thérapeutique, ouais, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Guérir les traumatismes en douceur. Alors, j'aimerais bien qu'on définisse, c'est quoi un trauma pour toi ou un traumatisme? Alors, je vais expliquer un peu la façon dont j'explique ça dans le cerveau. Tout ce que nous vivons au quotidien, une partie de notre cerveau l'encode. Qu'est-ce que c'est que le codage d'un événement? D'abord, c'est ce que nos cinq sens perçoivent, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent, ce qu'on goûte, ce qu'on touche, qui vont générer des émotions. Ça va se transformer en sentiments, ça va procurer des sensations dans le corps, et tout ça va générer une croyance. Donc, dès qu'on vit quelque chose, et tout ce qu'on vit au quotidien, notre cerveau encode tout ça. La nuit, que va faire notre cerveau? Il va aller digérer les informations. Donc, toutes ces informations qui ont été codées, eh bien, une partie de notre cerveau va les décoder et va les faire passer sous forme de flux, des flux d'origine visuelle, des flux d'origine auditive, etc. Et ça va permettre d'être digéré. Lorsque l'on vit quelque chose que notre cerveau estime comme pas normal, qui n'est pas adapté à la façon dont nous nous sommes construits et où il y a un choc. À ce moment-là, les données de l'encodage se mettent en court-circuit. Donc, la nuit de cet événement, le cerveau fait passer toutes les données, il arrive sur ces données en court-circuit et c'est comme si un message d'erreur sortait, information non ordinaire. Il laisse de côté. La nuit suivante, il va digérer ce qui s'est passé dans la journée et puis il va revenir sur ce qui n'est pas encore digéré. Et il retombe, information non ordinaire. Et ça, information non ordinaire, ça peut durer des jours, des semaines, des mois, des années, voire une vie, tant que ces données sont en court-circuit. Donc, l'événement que la personne a vécu a été réel à l'instant où la personne l'a vécu. Mais cet événement n'est plus là. Par contre, le codage, lui, il est toujours en court-circuit. Et c'est ça qui crée parfois des cauchemars, parfois des stress post-traumatiques, parce que le cerveau n'arrive pas à digérer. Voilà comment j'explique le trauma. Ok. Et donc, j'allais te dire, peu importe la forme de trauma. Peu importe la forme des traumas, alors émotionnels, hein, je ne parle pas de trauma physique. D'accord. Je ne parle pas du tout de traumatisme où tu es tombé, tu t'es fait tu t'es blessé au crâne. Non, je ne parle pas de traumatisme osseux, je parle vraiment de traumatisme émotionnel. Hein. D'accord. Sachant qu'alors, de moi, ton point de vue, pour moi, dans mon système de croyance, une bonne partie de nos traumas viennent de l'enfance. Ah oui, tu parles de ça. Moi, quand je parlais de traumatisme, oui, tu as raison. Il y a les traumatismes liés aux choses qu'on vit. J'arrive sur un terrain de guerre, je vois quelque chose de très violent, mon cerveau se fige. Ok, ça, c'est des traumatismes. Et puis, il y a effectivement les traumatismes de l'enfance. Et la façon dont je l'explique, c'est dans les 6 premières années de notre vie,
Au départ, on est avec une quantité phénoménale de neurones, mais c'est juste une potentialité, d'accord? On n'est pas encore outillé. Et du coup, l'éducation, en fait, moi je dis, éduquer, c'est réduire. C'est-à-dire que par rapport à cette potentialité, le rôle des parents et des éducateurs, ça va être de nous dire, bon, alors tu es un humain, tu vis dans cette société, on dit bonjour à la dame, on dit merci, on dit au revoir, on se construit, etc. Et l'éducation va permettre de créer des liens, les chemins, les routes, les autoroutes, qui fait qu'on arrive à s'intégrer à l'intérieur d'une culture, d'une société, etc. Sauf que, évidemment, dans les 6 premières années de notre vie, où notre cerveau est très malléable, pour bien nous éduquer, ça va être « non, tu ne touches pas à ça. Non, ça, c'est pas bien. Là, il faut, là, tu dois. » Et donc, indépendamment de ce qu'il nous donne, eh bien, on engramme aussi des informations limitantes, des injonctions et parfois des traumatismes, c'est-à-dire des choses que l'on vit très mal et pour lesquelles on n'est pas outillé pour les fluidifier. Donc, je suis d'accord avec toi. Les traumas de l'enfance, la création des blessures et leur masque de protection, bien sûr. Et si on n'a pas résolu, et beaucoup de gens, justement, n'ont pas résolu leur trauma d'enfance, eh bien, ce qui fait qu'ensuite, ces traumas se rejouent dans la vie adulte pour aider, évidemment, à les résoudre. Et c'est là où toi, tu peux intervenir, c'est ça, avec ta méthode Abri? Oui, j'interviens pour tout type de trauma, absolument. Okay. Sous condition que ce soit des traumas émotionnels. Oui, trauma émotionnel. Ouais, je m'occupe d'émotions. Alors, pourquoi tu dis en douceur? Alors, parce que jusqu'à présent, il y avait… Alors, j'ai été formée EMDR et c'était quand même la méthode qui était la plus efficace. Il y a beaucoup de thèses qui ont été faites avec l'EMDR. Les psychiatres et les psychologues de l'armée ont été formés, pour certains, à l'EMDR. Donc, on a toutes les preuves tangibles. Il y a des inconvénients, des limites, comme toute technique. Il y a des limites, c'est-à-dire qu'il est important, quand on pratique le MDR, on va aller, déjà il faut qu'on attende qu'il y ait un stress post-traumatique, on va aller faire plonger la personne dans le trauma pour essayer d'aller le libérer. Donc déjà c'est violent. Et puis il arrive très souvent qu'après des séances de MDR, il y ait de très grosses remontées émotionnelles. Et donc, certaines personnes me disent « Oh là là, non, c'est beaucoup trop violent ». La méthode Abri fonctionne pas du tout dans le même principe que le MDR. Dans le MDR, le thérapeute va faire des stimulations ou oculaires, ou auditives, ou kinesthésiques. La méthode Abri, elle, s'occupe du souffle, de la vitesse et du temps. C'est pas du tout la même mise en action, mais ce qui est remarquable, c'est qu'on n'est pas obligé de faire replonger la personne dans le trauma. La personne n'est pas obligée de raconter et il n'y a aucune remontée émotionnelle après les séances d'Abri. Ok, alors concrètement, tu fais quoi? Alors en fait, c'est justement ça qui a été long à mettre en place, la façon dont on va utiliser le temps, la vitesse et le souffle, qui fait que déjà dès un premier passage, alors déjà j'explique, on va aller, puisque le cerveau a encodé le trauma, on va d'abord aller le décoder, d'accord? On va aller décoder le trauma, on va aller vérifier l'intensité et on va vérifier à quel endroit du corps chaque émotion est située. Donc, on a une cartographie de la façon unique dont la personne a encodé ce vécu. À partir de là, et c'est là toute la technique de la méthode Abri, on va commencer à fluidifier et on voit, c'est la plupart du temps déjà au premier passage,
comment le cerveau de la personne transforme les choses. Et ça, c'est incroyable. Moi, je suis toujours très agréablement, alors sidérée, non, parce que c'est un mot trop fort, mais stupéfaite de voir à quelle vitesse le cerveau de la personne transforme les choses. Et transformant le codage, elle transforme les émotions et les sensations liées au codage. Typiquement, si on devait donner un exemple, qu'est-ce qu'elle ressent, la personne? Parce que si c'est rapide, ça veut dire qu'elle le ressent, j'imagine, sur le moment. Tu parles de fluidité. Qu'est-ce qu'elle ressent? Je ne sais pas, peut-être le sentiment de lâcher quelque chose? Alors, on n'est pas du tout, dans la méthode Abri, on n'est pas du tout dans le mental. Ce n'est pas du tout une technique verbale. C'est une technique vraiment pratico-pratique liée au codage, aux émotions et aux sensations. Et en fait, la personne tout de suite va sentir que, bon, on va imaginer que sa peur, elle est, prenons un exemple, sa peur est dans le ventre. La personne la ressent à 8, et en même temps, elle a de la tristesse qu'elle ressent dans son cœur. Et puis, alors, après, ça, c'est tout l'aspect des codages. Dès le premier passage, on va aller vérifier item par item, émotion par émotion, et endroit par endroit. C'est en ce sens-là où la méthode Abri est beaucoup plus fine, par exemple, que le MDR, parce qu'on va cibler, on va focaliser sur chaque émotion, sur chaque sentiment et sur chaque sensation. D'accord, mais c'est quoi en fait? C'est un outil de mesure que tu as? Comment tu fais quand tu dis, voilà, on va se focaliser par exemple sur tel et tel endroit, tu fais ça comment en fait? C'est un outil? C'est quoi? Alors, je vais te faire un test si tu veux. Alors, la méthode Abri, c'est spécifiquement pour les traumatismes, mais à l'intérieur de la méthode Abri, il y a également ce que j'appelle l'abri flash. L'abri flash. L'abri flash. L'abri flash, ça permet de gérer ses émotions au quotidien. D'accord. OK. Est-ce que toi, tu as une émotion qui t'encombre? Pas forcément, non. C'est dommage. C'est pas le bon exemple. Mais peut-être qu'il y a des gens, ils vont se reconnaître, peu importe l'émotion. Je sais pas, on peut dire la peur de quelque chose, par exemple. Oui, mais non, parce que à ce moment-là, ce serait bien qu'on le fasse directement. Ah mince. Ben non, j'ai pas de. Non, je suis pas le bon client. C'est pas grave, parce qu'effectivement, on peut en parler, mais le mieux, c'est de ressentir. Alors, les gens qui veulent tester l'abri flash, comme j'ai une chaîne YouTube, Florence Boss, j'ai mis un petit truc où ils vont pouvoir aller faire l'abri flash directement. D'accord, ok. Donc là, en fait, on va sur YouTube, c'est ça? On tape Florence Boss. Florence Boss. Et puis, je crois que ça s'appelle « Gérer ses émotions au quotidien » avec l'abri flash. D'accord, ok. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir le faire. Alors ça, c'est vraiment un outil, à la limite, qu'on devrait presque apprendre à l'école, hein, parce que ça permet de gérer ses émotions. Ok. Très facile, très accessible pour tout le monde. Très facile, très accessible et utilisable pour toute la vie, dans n'importe quelle situation. Excellent. Je veux dire, peu importe l'émotion qu'on a, hein, que ce soit des moments de stress, de panique, de joie. Ce n'est pas une émotion, hein, mais on peut le faire quand même. D'accord. Ah, ok, excellent. Le stress pour le stress ou pour l'anxiété, la cohérence cardiaque d'abord, quoi. D'accord. Ouais, parce que là, on allait en venir justement à comment tu fais, c'est quoi en fait? C'est un outil. Je sais pas, est-ce que tu peux nous le décrire? C'est quoi? Ça passe par la respiration peut-être? Ça passe essentiellement par la respiration. C'est justement pourquoi j'ai réfléchi là-dessus. Parce que le souffle, qu'est-ce qui fait qu'on est en vie? Ben, on est en vie à partir du moment où on a un premier souffle. On a une vie autonome dès le premier souffle. S'il y a un premier, il y a un dernier. Donc la vie commence à partir du moment où on a un premier souffle et elle s'arrête au moment où on a un dernier souffle. Donc en fait, la vie est une succession de souffles. Et c'est toujours une succession de j'inspire, je m'ouvre et je reçois, je souffle, je laisse sortir de moi ce dont j'ai plus besoin.
par ce principe-là, on va dire, c'est le secret absolu qui est donné à chacun des humains. Et pourtant, c'est un secret si simple parce qu'on croit qu'on sait respirer, parce que la respiration nous est donnée à la naissance. Non, on ne sait pas respirer. C'est-à-dire que ça s'apprend. Et il y a énormément de techniques qui utilisent le souffle. Les yogis le savent très, très bien. La cohérence cardiaque l'utilise. On utilise différentes sortes de souffles à des fins différentes. Et donc, moi, ça m'a toujours interpellé le souffle parce que c'est cette alternance. C'est cette alternance qui fait que la vie n'est qu'alternance. Rien n'est jamais figé. La seule chose qui soit immuable, qui ne bouge pas, c'est que tout bouge tout le temps. Ça ne bouge pas. Et donc, effectivement, cette impermanence, le fait que tout est en permanence, en évolution, tout le temps bouge, eh bien, c'est le souffle qui nous donne ce rythme. Donc, vraiment, il y a eu une vraie recherche par rapport au souffle, à la vitesse, au temps, au codage, qui fait que, voilà, j'ai mis en place ce protocole très précis et qui, en même temps, est reproductible. C'est ça qui m'a demandé le plus de travail, c'est d'arriver à être simple. Ça demande un travail fou d'arriver à être simple, et pourtant, la méthode n'a l'air de rien et elle est redoutable. Donc en fait, si je résume de manière très synthétique, ça passe par la respiration et donc par le souffle. C'est essentiellement ça, on est d'accord? Par une mise en application particulière du souffle allié au temps et allié à la vitesse. D'accord, je vois. Ce qui veut dire qu'on fait de notre respiration un outil thérapeutique. Oui, absolument. Ok. Oui, alors effectivement, oui, j'allais dire, tu n'es pas la seule à t'y être intéressée, mais tu as dû le découvrir aussi sur ton parcours. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont compris ça. Et je reviens sur ce que tu disais, comme quoi on ne nous apprenait pas à respirer. C'est clair, on ne nous apprend pas à respirer. Et c'est à tel point que j'ai reçu un bouquin, c'est dommage, là je ne l'ai pas ici sur ma table, mais donc c'est un monsieur qui a créé aussi un outil, on va dire, alors je n'ai pas son nom, mais c'est un docteur. Et je crois que le titre de son livre, c'est Par le souffle, quelque chose comme ça. Et donc lui, il a créé différents souffles différents en fonction de ce que tu as envie de gérer. Par exemple, le stress, une panique, je sais pas, trop de pression et tout, etc. Donc il y aurait des souffles particuliers et j'ai l'impression que c'est à peu près similaire en réalité à ce que tu es en train de nous expliquer. Par rapport là, ce que tu es en train d'expliquer, et je ne connais pas ce monsieur, il y a une autre femme que je recommande aussi qui a écrit Le pouvoir du souffle, qui s'appelle Stéphanie Briand. Ah, je connais très bien Stéphanie, ouais. Ok. Voilà. Et ben, son bouquin sur le souffle est remarquable. Elle a été vraiment voir un peu dans tous les pays du monde comment on utilisait le souffle. Okay. Ça, c'est vraiment super. Là, effectivement, c'est une très bonne idée d'utiliser ce genre d'outil. La méthode Abri, elle est réellement faite pour la fluidification des traumatismes. Et donc, c'est vraiment une mise en application particulière. La brief flash, évidemment, peut correspondre à plein de choses. La brief flash, qui est une toute petite partie de la méthode. Mais la méthode Abri, c'est vraiment fluidifier les traumatismes. Et là, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait avec un thérapeute formé parce que le protocole est un protocole d'orfèvrerie. Il est d'une précision tant dans les mouvements, dans le langage, dans la gestuelle, de façon à arriver, parce qu'un traumatisme, l'idée, c'est réellement d'aider la personne à la libérer, à fluidifier son traumatisme. Donc, ce n'est pas qu'une histoire de souffle. Oui, ok, je vois. Oui, puis comme tu le précises, là, pour le coup, il faut être accompagné d'un thérapeute. Le bouquin dont je te parle, l'idée, c'est pas du tout ça. C'est justement d'être autonome face à des situations, j'imagine, un peu du quotidien. Tu vois. Voilà, c'est ça. Comme peut l'être la brief flash. C'est pour ça que la brief flash, en allant sur YouTube, j'explique comment faire la brief flash. Ça, vraiment, on peut le faire sans souci. Sur un trauma, il faut savoir ce qu'on fait. On ne joue pas aux apprentis sorciers. Oui, c'est clair. Mais c'est bien de le rappeler. Enfin, je reviens encore sur le souffle. C'est tellement, en fait,
tu vois, c'est devenu anodin. En fait, on respire tous les jours sans trop réfléchir. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je suis quasiment sûr que là, en parlant de souffle et de respiration, tu peux être sûr que la plupart des gens qui nous écoutent ou qui nous regardent là sont en train de faire attention à leur respiration. Oui, tant mieux. Tu sais, t'as un mécanisme qui se fait de manière très naturelle. Dès que tu commences à parler de ça, généralement, moi, je le vois en conférence quand je donne des confs et que je les ramène un peu à respirer, c'est pour se détendre. C'est comme si d'un coup, ils se rappelaient que, ah oui, c'est vrai, en fait, ils sont en train de respirer, quoi. Tellement c'est devenu basique, tu vois, de respirer. On n'y pense pas. Et pourtant, c'est pas parce qu'on n'y pense pas qu'on sait respirer. Et c'est vrai, tu vois, par exemple, par rapport aux pensées anxieuses qu'on peut avoir, qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vivent dans l'anxiété. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils sont anxieux? Ils se mettent, il y a quelque chose qui se met en apnée. Sauf qu'au moment où, évidemment, ils font, en fait, ils envoient un message à leur reptilien qui, lui, croit qu'ils sont en danger. Parce que une partie du cerveau ne fait pas la différence entre une pensée stressante ou anxieuse et le fait qu'un troupeau de bisons est en train de te foncer dessus. Et donc, il va amener une réponse directe avec du cortisol, de l'adrénaline, de façon à pouvoir pallier à ce danger. Sauf que le danger de mort, aujourd'hui, dans notre civilisation, on ne va pas se faire manger dès qu'on traverse la rue. Donc, les dangers de mort sont quand même très limités. Sauf que cette partie du cerveau est archaïque, a un âge mental de 3 à 5 ans, et donc va réagir réellement de manière instinctive. Je reviens sur le côté de l'approche qui est en douceur. Je pense qu'il peut séduire quand même beaucoup de personnes, parce que c'est vrai que, comme on le disait, il y a une palette d'outils pour accompagner les gens. Je pensais notamment au neurofeedback. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. En ce moment, on en parle beaucoup, absolument. Ouais, qui me semble aussi assez pertinent. Par contre, je ne sais pas s'il n'y a pas des effets secondaires, on va dire, un peu comme tu le stipulais, tu sais, de remonter après émotionnel avec le MDR, par exemple. Ça je ne sais pas. Comment tu pourrais, si une personne qui nous écoute a envie de passer entre tes mains ou auprès d'un thérapeute, par exemple, que tu as envie de former, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, en fait, pour lui faire comprendre que ça n'a rien à voir avec ce qui existe déjà, tu sais, neurofeedback, MDR, etc. On a bien compris que l'approche était quand même très centrée autour du souffle, mais je trouve qu'il manque encore quelque chose, tu sais, pour dire, ah ouais, ok, d'accord, là, il y a vraiment quelque chose de très particulier. Elle a passé plus de 40 ans de sa vie à étudier l'humain. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, si tu veux, j'ai pas envie de présenter la méthode Abri comme la méthode. Il y a plusieurs méthodes qui sont super. Comme je l'ai dit, d'abord, tu rencontres un bon thérapeute. Un thérapeute avec lequel tu as un super contact. Ce thérapeute qui a dû être formé et qui a des outils. D'accord? Alors, moi, j'ai un annuaire sur mon site Atome Formation. Il y a un annuaire des praticiens que j'ai formés, aussi bien en France qu'à l'étranger, parce que je travaille en France et à l'international. Et en fait, l'idée, c'est d'aller à la rencontre d'un thérapeute parce qu'on a un objectif. On ne vient pas pour dire « je veux faire de l'abri ». Comme on ne dit pas « je veux faire de l'EMDR » ou « je veux faire l'hypnose ». Non, j'ai un trauma, j'ai un problème et j'ai envie de trouver quelqu'un de compétent qui m'aide à fluidifier ce problème. Donc, la méthode Abri, le grand avantage qu'elle a, c'est qu'elle est extrêmement rapide parce que dans la plupart des cas, une fois, si tu veux, que je sais comment la personne est construite, on a d'abord quand même une anamnèse obligatoire où j'ai besoin d'avoir les gros morceaux du puzzle de la façon dont la personne est construite parce que chaque personne est unique. À partir du moment où je sais comment la personne est construite, alors je sais que ça, c'est un trauma, là, il y a quelque chose à faire, là, à la fin de la première séance, je sais ce qu'il faut faire et je sais avec quels outils. Et effectivement, l'avantage de la méthode Abri, c'est qu'une fois qu'on sait que sur tel événement, la méthode Abri est adaptée, en général, dans 95% des cas, le traumatisme est fluidifié en une séance. Ok. Et la plupart des personnes qui passent par cette méthode, si on devait synthétiser, la plupart des traumas qui ressortent le plus, c'est quoi, par exemple?
Oh là là, si tu savais la quantité. Alors, évidemment, ça peut être des viols, ça peut être des accidents de voiture, ça peut être... là, je t'ai mis un témoignage, là, c'était une infirmière qui s'est fait braquer avec un pistolet sur la tempe. Ça peut être un cauchemar récurrent qui signifie trauma. Ça peut être en fait, tous les traumas qui peuvent arriver dans la vie, enfant, ou pas. Ça peut être des phrases qui restent et qui font qu'on n'arrive pas à passer au-delà. Ok, parce que tu sais, c'est pas évident, je trouve, pour tout le monde d'avoir cette conscience d'être traumatisé. Donc ouais, tu vois, donc déjà, je me dis à la base, il faut déjà avoir un minimum de conscience que tu as un trauma. Et après, de pouvoir localiser c'est quoi ce trauma, parce que bon, un traumatisme, c'est quand même quelque chose qui potentiellement peut revenir assez régulièrement de manière cyclique dans ta vie. Et je me dis là que... traumatique, ouais. Et ouais, on est d'accord. Donc, faut déjà être face à une population qui est déjà en conscience un minimum d'elle-même. Alors, en fait, si tu veux, tu as des personnes qui ont eu des traumas qui étaient très forts et qui ont fait ce qu'on appelle une amnésie traumatique. Et puis, ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire plus. Et puis, à un moment donné, il y a un flash qui arrive. Ouais. Et là, du coup, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu vois? J'appelle ça une bombe émotionnelle. Comment? J'appelle ça une bombe émotionnelle. Voilà, c'est ça. C'est une bombe émotionnelle qui d'un seul coup arrive. Donc, évidemment, ces personnes-là, elles vont avoir besoin d'être aidées. Il y a... et ça m'arrive aussi, c'est aussi l'avantage de la méthode Abri. On peut travailler sur quelque chose où on ne sait pas si c'est arrivé ou pas. Tu vois, par exemple, je travaille en collaboration avec des médecins, ostéos, qui m'envoient pas mal de monde. Et à un moment donné, une personne vient me voir et me dit, bon, alors là, il me dit qu'il y aurait peut-être eu attouchement ou viol, mais je ne m'en souviens pas. Alors, il faut faire très attention à la création de faux souvenirs. Hein. Très, très attention. Mais là, on va partir sur l'idée qu'elle se fait, que ce soit arrivé ou pas. Quelle idée elle s'en fait, elle? Comment elle a codé l'idée qu'elle s'en fait? Et on peut aller travailler aussi à partir de là. Ce qui me permet de travailler sur des traumas de naissance ou voire même des traumas intra-utérins. Ok. Tu dis, attention, il faut faire attention à la création de faux souvenirs. Qu'est-ce que tu entends par là? Parce que tu peux avoir des gens qui vont essayer de dire « Ah oui, mais alors, si ça t'est arrivé, est-ce que tu t'es pas fait violer ? Est-ce que tu t'es pas… » Et finalement, faire des espèces de suggestions où la personne va se dire « Mais peut-être finalement, peut-être que si. » Donc, il faut faire attention à ça. Il faut faire très attention. Alors du coup, pour les personnes qui nous écoutent, comment tu peux avoir la certitude de ton souvenir? Parce que c'est vrai que… Non, je veux dire, c'est vrai qu'on a cette tendance en tant qu'être humain, quand on a des chocs traumatiques, souvent je trouve quand on est jeune, de les mettre, comme on dit, sous le tapis ou dans un tiroir. Puis comme tu le disais, à un moment donné, il se passe quelque chose dans ta vie. Moi, je trouve que ça se révèle souvent dans le couple d'ailleurs, et boum, tu as une bombe émotionnelle. Mais comment être sûr que c'est vraiment quelque chose que tu as vécu et que ce n'est pas un faux souvenir? Alors, l'avantage, c'est qu'avec la méthode Abri, que ce soit un vrai ou un faux souvenir n'a pas d'importance. L'important, c'est comment toi, tu l'as encodé. Okay. Tu vois? Et puisqu'on travaille sur le code. Ah, je vois. Donc, on travaille sur l'encodage. Donc, si on se dit qu'on a vécu ça et qu'on est en capacité finalement de se donner des symptômes, parce que l'humain est balèze pour ça, hein, c'est clair. On va travailler sur la façon dont la personne a encodé tout ça. Ok. Oui, donc c'est plus… j'allais dire, je dis une bêtise, hein, je le mets entre guillemets, mais c'est plus l'histoire qu'on se raconte, qui peut être vraie ou fausse, qui est la plus importante. Toi, tu parles d'encodage, mais c'est plus c'est cette histoire en fait qu'on se raconte, ou ce souvenir, ou ce trauma, qui n'est pas encore tout à fait très clair dans notre tête, mais peu importe, il y a quelque chose qui a été engrammé, ça on ne peut pas l'enlever, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et donc toi, avec ta méthode, tu peux faire en sorte de
d'accompagner ça en douceur. Voilà. En fait, si tu veux, cette histoire, effectivement, alors il y a des définitions de ce qu'est le traumatisme, mais il y a aussi ce que la personne ressent. Et ça, on revient toujours au fait que chaque personne est unique. Je vais te donner un exemple. On va imaginer 5 personnes avec 5 éducations différentes. Ces 5 personnes, moi, je ne les connais pas, ils ne se connaissent pas entre eux. Je vais me mettre exactement à la même distance d'eux, et pour chacun d'eux, je vais faire ça. Peut-être que le premier va me mettre un coup de poing dans la figure en retour. Alors, je dis pas, attends, pour les gens qui nous écoutent, en fait, tu t'es mis en fait comme une petite claque sur la joue, quoi, pour que les gens comprennent. Ouais. J'ai posé la main sur la joue comme ça. Peut-être que le premier va me donner un coup de poing. Peut-être que le deuxième va se mettre à pleurer. Peut-être que le troisième va se dire, elle est complètement tarée, celle-là. Peut-être que le quatrième va dire, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Peut-être que le cinquième va se dire, oh, elle m'a fait une caresse. Aucun n'est responsable du geste que j'ai fait. Mais chacun est responsable de ce qu'il en fait. Et moi, ce qui m'intéresse, et surtout ce que traite la méthode Abri, c'est comment la personne l'a transformé à l'intérieur d'elle. C'est son codage. C'est ça qui est intéressant parce que moi, je dis très souvent, si on est 8 milliards d'individus, on est dans 8 milliards de mondes différents. Et ton exemple est très juste. Tu vois, si on vivait la même situation, ce que tu viens de dire, par exemple, on aurait tous un regard très différent sur cette situation. Mais pour autant, c'est quelque chose qui s'est produit. Mais on ne le vivrait pas de la même manière. Ouais. Et c'est pour ça que ce n'est pas l'événement en soi qui est important. L'événement, c'est ce que tu en fais. Oui, je suis d'accord. Ouais. Et c'est effectivement le cas, pas du tout obligatoirement pour les traumatismes ou quoi que ce soit, par rapport à tout. Tu vas avoir quelque chose arrive dont tu n'es pas obligatoirement responsable, mais la façon dont tu vas réagir t'appartient. Complètement. Bon, elle t'appartient, mais elle est aussi en même temps conditionnée par rapport à ton éducation, par rapport à l'environnement dans lequel tu as évolué, au conditionnement aussi du pays dans lequel tu te trouves. Enfin, on n'est pas totalement responsable à 100% de la manière dont on va réagir. Non, on est d'accord. C'est pour ça qu'il y a les filtres neurologiques, les filtres culturels, les filtres de l'expérience personnelle. Une fois qu'on a passé ces 3 couches de filtres, on arrive à ce qu'on appelle la perception. Et ensuite, on va encoder ça dans notre cerveau, principalement soit par des images, soit par des sons, soit par des sensations. Donc, effectivement, notre vision du monde est toujours unique, même si nous avons des choses en commun. Oui. Est-ce que ça veut dire que si on va plus loin, ça veut dire qu'il faudrait inviter les gens à cultiver beaucoup plus d'optimisme, de pensée positive, de prendre soin d'eux, tu sais, de prendre soin de son corps, de prendre soin de sa tête, pour justement avoir une perception et vivre les événements de notre vie de tous les jours de manière optimum? Effectivement, je pense que c'est bien d'avoir des pensées positives. Mais pour pouvoir avoir des pensées positives, il faut avoir envie de savoir qui on est. Ça, c'est vraiment la première question. Je suis qui, moi? Ok, je suis le produit de mon éducation, je suis le produit de ma culture. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Mais je suis qui, moi? Et qu'est-ce qui m'encombre à l'intérieur? Alors, on peut faire de la méthode Coué, je suis bien, tout va bien, mais ça ne suffit pas. Je suis d'accord avec toi, il faut aller régler. Quand on a parlé, tu sais, d'engrammer toutes ces choses dans les 6 premières années de notre vie, c'est là où les traumatismes sont devenus des logiciels qui tournent en boucle et qui sont en background, ce qui fait qu'on n'y a plus accès. Et on a des espèces d'automatismes de réaction qui fait que on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, le travail sur soi, c'est déjà apprendre à se connaître. Il ne suffit pas de dire « je vais bien ». C'est essayer d'aller voir qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur, eh bien, on va pouvoir aller déloger les choses qui nous encombrent pour simplement vivre l'être qu'on a envie de vivre, autant que c'est possible. Tu prêches un convaincu, hein. C'est toute l'énergie que je mets dans l'éducation. Bon, moi, je pars du principe que tout part de l'éducation. Donc, si on amène le savoir-être et la connaissance de soi le plus tôt possible dans notre petit parcours de vie terrestre,
je pense que ça réglerait déjà beaucoup de choses. Ouais. Et c'est pour ça, si tu veux, très souvent, dans le premier rendez-vous, dans l'anamnèse, j'essaie de voir comment la personne est construite, je lui demande quelles sont ses peurs. Et très souvent, il y a la peur de la mort. Alors, je leur dis, mais c'est la vôtre ou celle des autres? Et la façon dont j'explique les choses, je leur dis, pour moi, notre corps, c'est notre véhicule, c'est notre voiture, c'est notre véhicule corporel. OK? À quoi ça sert d'avoir un corps? Ben, ça sert d'avoir un corps parce que le corps, donc le véhicule, permet de faire un chemin. OK. À partir du moment où, ce que je disais tout à l'heure, on a un corps en énergie individuelle au moment du premier souffle, le véhicule démarre. Boum. Évidemment, tout le long du chemin, eh bien, il va falloir aller mettre de l'essence, donc on va le nourrir, etc. S'il y a des pièces cassées, s'il faut faire des révisions, on l'amène chez le garagiste, chez le médecin. OK. Et puis, donc, le véhicule fait un chemin. À un moment donné, ce véhicule, soit il est usé, soit il est cassé, vraiment complètement cassé, soit il est arrivé à destination. On va mettre le véhicule à la casse. Mais qu'est-ce qu'on fait du conducteur? Et ce conducteur n'est jamais né, donc il ne peut pas mourir. Il n'y a que ce qui naît qui meurt. Or, le conducteur, c'est la conscience. Cette conscience qui a toujours été là, qui sera toujours là, qui fait qu'on va s'incarner à l'intérieur d'une individualité pour aller suivre un chemin. Dans quel but? Ben, d'évoluer. L'idée, c'est toujours d'évoluer à travers différents outils. Et on n'arrive pas dans une famille par hasard, on n'arrive pas non plus avec ce type d'éducation par hasard, parce qu'on arrive au départ, les gens disent « oui, mais moi, je n'ai pas choisi ». Ben, si. Et après, choisir plus ou moins. Là, il y a encore cette notion de karma qui maintenant est très galvaudée en ce moment. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que le karma? C'est juste la loi des causes et des conséquences. Donc, effectivement, là, on va arriver dans une famille qui va amener le terrain, qui va amener les blocages exacts de ce qu'on a besoin de travailler. Et un blocage, quel qu'il soit, on va dire, voilà, j'ai un blocage. J'arrive, je vois le blocage. Si le blocage apparaît, c'est qu'il demande à être dépassé. D'accord? Donc, je le vois, j'ai plein de façons de réagir. Je peux m'asseoir devant, regarder en me disant peut-être qu'il va finir par partir. Je peux aussi essayer de passer en dessous, à gauche, à droite, au-dessus. Il y a plein de façons de réagir. On peut aussi se dire « Ah non, moi, cet obstacle, je ne veux pas le voir. Bon, je vais passer par là. » Donc, on passe par là, on chemine, et puis d'un seul coup, ah ben l'obstacle, il y en a un qui arrive là. C'est le même, hein, sauf qu'il a pris une autre forme. Et on peut se dire, ah non, non, mais moi, je ne veux pas le voir. Donc, OK, on change. Et puis, hop, on va là. Et il y a l'obstacle là. C'est pas le même, mais il est de même nature. Et en fait, cet obstacle, toujours, demande d'être dépassé. Et tant qu'on ne l'a pas dépassé, qu'on le fuit, qu'on s'arrête, OK, la vie est géniale. Elle va nous donner un peu de temps, mais l'obstacle reviendra. Parce que l'obstacle demande juste à ce qu'on le dépasse. Et quand on l'a dépassé, alors l'obstacle ne se représente plus. C'est pour ça que certaines personnes disent « Ah, je rencontre toujours le même type de gens. Ah, je rencontre toujours le même type d'amoureux ou d'amoureuse. Ah, il m'arrive toujours ça. » Ben oui, parce que tant qu'on n'a pas compris la valeur de l'obstacle et comment il fallait le dépasser, eh bien, l'obstacle se représente parce que c'est une leçon qu'on a besoin d'apprendre. Et une fois que la leçon est apprise, eh bien, l'obstacle n'a plus besoin de se présenter. Tout à fait, je pense que tout le monde va se reconnaître là-dedans. C'est cycle. Merci beaucoup, Florence. Ça passe très vite. Comment on retrouve du coup ton site? C'est simple, on tape Abri, j'imagine, peut-être sur un moteur de recherche. Il y a plusieurs choses. Soit on va sur hypnothérapie78.com. Là, c'est mon site en tant que thérapeute. OK.
où j'ai les différentes techniques, la façon dont je travaille, etc. Et puis, pour les thérapeutes qui veulent se former à l'outil qu'est l'abri, alors là, il faut aller sur atomeformation.com. Ok. Là, il y aura ce qu'est la méthode abri, la formation abri. Là, j'ai un prochain module en janvier. Les formations durent 2 jours et demi en visio. Elles s'adressent à tous les thérapeutes. Alors, pas les thérapeutes débutants, hein, ce sont des thérapeutes ou médecins, ou ostéos, ou personnes, ou infirmières, enfin, tous ceux qui sont dans la relation d'aide, qui ont déjà quelques années d'expérience, pour être formés à cet outil. À partir du moment où ils sont formés, ils peuvent être sur l'annuaire. Vous verrez sur l'Atome Formation, il y a l'annuaire abri. Donc, j'ai formé des gens en France, en Belgique, en Suisse, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis. Voilà, il commence à y avoir de plus en plus de thérapeutes. Ça marche. Voilà, oui, pardon. Non, je disais, ça marche. Et sinon, on te retrouve sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, tu sais, Alors, on me retrouve sur LinkedIn. Sur les réseaux, je ne suis plus sur Facebook. Je publie un tout petit peu sur Instagram, mais directement, le mieux, c'est oui, alors sur Instagram, c'est Florence Boss, mais je publie peu. Ok. Là, on peut te contacter. Et pour me contacter en passant soit par hypnothérapie78.com, soit par atomeformation.com. Ok, ça marche. Et puis, alors juste, je voulais rajouter que vu les résultats de la méthode sur plusieurs milliers de séances, là, je suis sur un projet important avec une autre ONG parce que j'ai des résultats assez phénoménaux avec la méthode pour former des thérapeutes ou médecins ou infirmières au Burundi, Burkina Faso et Kenya pour les pays en guerre. Ok. Donc là, je suis en train de travailler justement et je suis en train de mettre des outils spécialement adaptés aussi pour les enfants traumatisés en pays de guerre. Donc ça, c'est une partie des choses qui est en train de se passer. Une autre partie des choses qui est en train de se passer, je voudrais faire valider la méthode au niveau scientifique. Donc, je suis en contact en PET scan parce que les résultats sont tellement dingues que là, le protocole de recherche est en train d'être finalisé pour pouvoir essayer d'aller voir en laboratoire. Mais pour ça, il faut qu'un scientifique soit intéressé parce que les résultats sont juste bluffants, quoi. Bravo Florence, merci pour tout ce que tu fais et toute l'énergie que tu mets pour nous, les êtres humains. On est tous ensemble, hein, on fait qu'un. Hein. Exactement. Je te souhaite une très belle fin de journée. Merci beaucoup Julien, en tous les Avec cas. joie, une bonne continuation dans tes projets. Merci beaucoup et à toi aussi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt Julien. Au revoir. Au revoir. Et voilà les amis, c'était Florence Boss de la méthode Abri. J'espère que vous avez passé encore un bon moment avec nous. Je vous rappelle quelques dates. Le 21-22 février, nous serons à Nîmes pour le 7e congrès Innovation en éducation. Si vous voulez venir et participer à ce bel événement, il reste encore des places, donc vous tapez congrès Innovation en éducation. C'est bientôt Noël, donc je vous rappelle qu'il y a le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui cartonne depuis 3 ans. Vous êtes déjà un peu plus de 15 000 joueurs à jouer au jeu, que ce soit dans les écoles, dans le monde de l'entreprise, en famille, avec des amis, des inconnus. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Encore hier, là, je discutais avec une dame qui disait qu'elle emportait le jeu partout avec elle, là où elle allait. Donc le jeu de cartes, c'est quoi le bonheur pour vous ? Vous le trouvez partout, à la Fnac, sur Amazon. Vous tapez jeu de cartes, c'est quoi le bonheur pour vous ? Il y a bien évidemment aussi mes livres, les 2 livres, c'est quoi le bonheur pour vous ? Et puis, vous retrouvez aussi le podcast, c'est quoi le bonheur pour vous ? Un peu partout, sur toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Deezer, Apple Podcast ou Spotify, par exemple. Je vous souhaite le meilleur là où vous êtes. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience, c'est quoi le bonheur pour vous ? Et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre « C'est quoi le bonheur pour vous ?» que vous trouverez dans toutes les librairies.
Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.